Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le sort épouvantable d'Amina, dans le Val d'Oise. Une jeune femme complètement asservie par son mari. Un huis clos infernal qui aura raison d'une famille tout entière. Pour lui, l'homme domine la femme et si elle ne fait pas exactement ce qu'il souhaite, il frappe, il tape ou il torture. La fille aînée, elle a très peur de son père et puis surtout, elle va utiliser le mot « mon père a défoncé ma mère », ce qui est vraiment pas un mot d'enfant de 5 ans. Nous sommes à Ézanville. Cette commune de 10 000 habitants est située dans le département du Val d'Oise, à proximité immédiate de l'aéroport du Bourget. Ézanville est une petite ville dans la campagne, mais pas si loin de Paris, en réalité, une vingtaine de kilomètres. Et vous avez une gare qui dessert cette commune, petite ville résidentielle. Une localité d'Île-de-France, comme beaucoup d'autres, qui va être le théâtre d'un drame nocturne. Le 13 octobre 2013, vers 1h du matin, les sapeurs-pompiers de Daumont sont appelés en urgence pour une intervention dans un appartement du centre-ville. Sur le trottoir, devant l'immeuble, ils retrouvent l'auteur de l'appel, accompagné d'une petite fille. Les pompiers suivent cet homme, montent à l'étage, arrivent devant un appartement, la porte est ouverte et ils voient le corps d'une femme allongée. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? L'auteur de l'appel fera-t-il des révélations? Et dans quel état est la victime? Dans l'appartement, les pompiers portent immédiatement secours à la victime. Âgée d'une vingtaine d'années, cette femme gît au sol, en tenue de nuit. Elle est en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers découvrent une jeune femme qui a été rouée de coups, manifestement, qui est inconsciente, qui ne réagit plus et qui n'a plus de maintien tête-cou-tronc, qui, de ce fait, ne peut plus maintenir sa tête quand on la soulève. Pendant que les pompiers la prennent en charge, l'homme qui les a amenés dans l'appartement se présente comme le mari de la victime, une certaine Amina. Il interpelle régulièrement les sapeurs-pompiers pour savoir si sa femme va s'en sortir. Et à un moment, les pompiers vont lui demander de se pousser, vont le mettre en dehors de l'appartement avec sa fille pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Prénommé Bouillet, le mari s'agite et ne tient pas en place. Malgré son comportement, les pompiers poursuivent leur intervention. Une intervention déjà rendue difficile par la configuration des lieux. L'appartement dans lequel les pompiers arrivent est petit. Il est manifestement insalubre. Les objets s'amoncellent un peu partout. Il est mal entretenu. Et on voit par exemple le lit parapluie d'un enfant qui jouxte immédiatement la télévision. Autant dire que tout le monde vit un peu les uns sur les autres. Dans un coin du logement, les secours retrouvent une deuxième petite fille. Elle est confiée à Bouillet, qui se dit être le père. Les pompiers vont appeler les gendarmes pour deux raisons. La première, la constatation de toutes ces ecchymoses, c'est le protocole habituel. Et puis le fait aussi que cet homme les a accueillis en disant qu'il avait fait une grosse bêtise. Quelques minutes après avoir été contactés, les gendarmes d'Écouen, la caserne la plus proche d'Ézanville, débarquent sur les lieux. Et ils décident d'interroger Bouillet à l'extérieur de l'appartement. L'homme est dans un état de nervosité relative. Il n'est pas agressif, il n'est pas violent envers les services de secours ni envers quiconque à ce moment-là. Il est évidemment nerveux au vu de ce qui vient de se passer. À l'issue de l'intervention, le SAMU étant également intervenu, Amina est emmenée à l'hôpital. Bouillet, lui, est emmené par les gendarmes et placé en garde à vue. Quant aux deux enfants, ils sont placés chez une voisine en attendant qu'un frère vienne les récupérer le lendemain matin. Alors, Bouillet a-t-il battu sa femme? Quelle sera sa version face aux gendarmes? Et Amina survivra-t-elle à ses blessures?
Il est près de 2 heures du matin, ce 13 octobre 2013, lorsqu'une ambulance part d'Aisanville pour rejoindre l'hôpital Beaujon, dans les Hauts-de-Seine. Amina est admise aux urgences immédiatement. Elle va subir des soins intensifs tout de suite qui ne vont malheureusement pas permettre de la réanimer et de la sauver. Elle va décéder dans les heures qui vont suivre son admission aux urgences. Une enquête est ouverte par la brigade de recherche de Montmorency. Tandis que les gendarmes suspectent un acte criminel, une autopsie est réalisée sur le corps d'Amina. Les experts légistes vont constater une quantité incroyable d'ecchymoses, de lésions récentes et anciennes. J'avais rarement vu autant de constatations, puisqu'il y a 6 pages de description des blessures. Donc la conclusion du médecin légiste dans son rapport, c'est qu'Amina est décédée parce qu'elle a été battue à mort. Au-delà des traces de coups, l'état général du corps de la victime est très préoccupant. Amina est une femme de 28 ans qui mesurait 1,70 m mais qui ne pesait que 50 kg. Elle était au moment de son décès extrêmement amaigrie. En consultant son dossier médical, les enquêteurs du Val d'Oise découvrent avec effroi que la jeune femme était enceinte de 3 mois. Et ce n'est pas tout. Ils apprennent qu'elle est également séropositive. Elle avait, avec certains membres de sa fratrie, été victime d'une transfusion contaminée dans le cadre de ce qu'on a appelé l'affaire du sang contaminé. Et elle était porteuse du virus du sida depuis son enfance. Afin de comprendre ce qui a bien pu se passer dans ce huis clos, les gendarmes interrogent les voisins du couple. Certains ont entendu des cris et personne n'a jamais été posé de questions ni frappé à la porte. Dire à la victime, nous sommes là. L'ensemble de la société. Vu l'ancienneté des blessures d'Amina, les enquêteurs cherchent à savoir si la victime avait entamé des démarches judiciaires dans le passé. Amina, après vérification par les services de gendarmerie, n'a jamais déposé plainte au préalable, n'a jamais fait état de violence de la part de Bouillet. Alors, le mari de la victime avouera-t-il les faits lors de sa garde à vue? Qui se cache derrière cet homme? Et ce drame aurait-il pu être évité? Avant d'interroger Bouillet, les enquêteurs tentent d'obtenir un maximum d'informations sur l'homme de 28 ans. En consultant leur fichier, ils découvrent 3 mentions dans son casier judiciaire, et notamment sur des faits de violence. D'origine malienne, Bouillet a grandi dans les Hauts-de-Seine, aux côtés de ses 7 frères et sœurs. C'est un homme qui s'est illustré par des épisodes de violence à répétition, que ce soit dans son enfance, lors de sa scolarité, ou que ce soit au travers de ses relations sociales et de ses relations d'amitié. C'est un homme qui manifestement a des difficultés à supporter la frustration. Bouillet est un homme extrêmement rigide, qui a un espèce de sentiment de toute puissance, très manipulateur vis-à-vis des autres, et toujours dans la plainte en train de dire que c'est la responsabilité des autres et qu'il n'est responsable, lui, de rien du tout. C'est lors d'un séjour en Égypte, en 2006, que Bouillet et Amina ont fait connaissance. De retour en France, ils finissent par s'installer à Aisanville, dans un petit appartement, en location. Au moment où les faits se produisent, on s'aperçoit que cet homme ne travaille pas. Il est marié avec Amina depuis plusieurs années. Ils ont ensemble 2 enfants de 2 et 5 ans et elle est enceinte du 3e. Mais Bouillet, sa vraie vie, c'est d'aller faire la fête sur Paris avec ses amis, pas avec Amina, qui reste, elle, à la maison. D'ailleurs, il a aussi des aventures extra-conjugales. Et puis, les relations avec ses maîtresses sont aussi empreintes de violence et vont se terminer par des coups avec elle aussi. Grâce aux résultats des analyses de sang, les enquêteurs réalisent que l'homme n'était pas en pleine possession de ses moyens la nuit du drame.
Elles ont montré qu'il avait consommé beaucoup d'alcool au moment des faits et qu'il consomme très régulièrement du cannabis, ce que le dossier démontrera également. En plus de ces expertises, l'audition de la fille aînée du couple va s'avérer capitale. Parce qu'en réalité, elle est la seule témoin directe de ce qui s'est passé. Elle en a conscience et elle va raconter un certain nombre de détails qui sont extrêmement importants pour la suite de l'enquête. Âgée de seulement 5 ans, la petite fille explique aux enquêteurs que son père frappe sa mère depuis longtemps. Parfois même avec différents accessoires comme des ceintures, des câbles ou des casseroles brûlantes. Elle a très peur de son père, elle le dit dans ses auditions auprès des services de gendarmerie. Et puis surtout, elle utilise des mots qui ne sont pas des mots d'enfant de cet âge-là. Elle va utiliser le mot « mon père a défoncé ma mère », ce qui n'est vraiment pas un mot d'enfant de 5 ans. Les déclarations de la fille aînée sont confirmées par les constatations médico-légales. Face au témoignage de son enfant, Bouillet avoue les coups, mais réfute toute volonté d'homicide. Il va nier tout ce qui vient exprimer la cruauté extrême de ses agissements. C'est-à-dire qu'il veut bien reconnaître quelque chose de l'ordre de l'impulsivité et de l'acte non réfléchi de violence. Il refuse de reconnaître la souffrance qu'il a nécessairement pensée et infligée. Notamment le fait d'avoir brûlé sa femme avec le dos d'une casserole bouillante, en fait. Le 19 novembre 2013, une perquisition est menée au domicile du couple en présence de Bouillet. Mais devant son appartement, l'homme s'emporte et refuse même d'entrer à l'intérieur. En dépit de cette attitude, de nombreuses pièces à conviction vont être saisies sur place. Dans ce domicile, on voit les fils électriques avec lesquels il a pu frapper, on voit les casseroles avec lesquelles il a pu brûler, et il reste des traces révélées au Blue Star de sang qu'il a pu effacer. Et ça vient dire bien au-delà de ce qu'il a bien voulu reconnaître. Donc il n'est pas content. Et donc il frappe encore, et cette fois-ci un poste de télévision. Un coup de colère qui en dit long sur l'ambiance qui devait régner dans l'appartement. Incontestablement, elle a subi pendant des semaines, à minima, un calvaire dans cet appartement et des violences répétées de la part de Bouillet. À l'issue de la perquisition, Bouillet reconnaît avoir frappé sa femme avec une ceinture et un câble de télévision. Mais il réfute toute utilisation de casseroles brûlantes. À la fin de sa garde à vue, il est présenté au juge d'instruction et mis en examen pour meurtre aggravé par la qualité de conjoint. Pourquoi c'est une circonstance aggravante? C'est parce qu'en fait, la conjointe, c'est celle avec laquelle on construit un foyer, en principe, et qu'en réalité, quand on trahit ce qui relève de la sécurité absolue que doit donner le foyer et de l'amour qui doit y régner, quand on trahit ça, alors on porte atteinte à la toute première des cellules de la société. Donc c'est beaucoup. Alors, Bouillet dit-il toute la vérité aux enquêteurs? Pourquoi cet homme est-il tombé dans une telle spirale de violence? Et que vont révéler les expertises psychiatriques? En croisant les différents éléments de l'enquête, les gendarmes de Montmorency tentent d'établir le déroulé de cette funeste nuit du 13 février 2013. Bouillet rentre tard dans la nuit, dans un état d'ébriété. Il manifeste son mécontentement parce que Amina n'a pas donné à manger à ses enfants comme il le souhaite. Il demande à ses filles de s'éloigner. Les petites, elles comprennent parfaitement parce qu'elles ont déjà assisté à des violences épouvantables. Amina se retrouve au sol parce que Bouillet va lui mettre un coup de genou. Et en pratique, elle ne se défend pas, elle est trop faible pour pouvoir se défendre. D'ailleurs, la fille aînée indiquera que sa mère, Amina, ne se défendait jamais, peut-être par résignation. Bouillet s'acharne sur sa femme, même inconsciente, jusqu'à ce qu'elle ne respire plus.
Pour la première fois, il va s'arrêter et appeler les secours parce que probablement il se rend compte de l'extrême gravité de ce qu'il vient de commettre et du fait que sa femme est probablement en train de mourir sous ses coups. Et cette fois, l'issue a été fatale pour Amina. Son mari n'en était pas à son premier passage à tabac. Les enquêteurs se demandent alors pourquoi la famille de la victime ne l'a jamais éloigné de lui. Mais durant les auditions, les gendarmes comprennent que les proches de la jeune femme étaient eux aussi terrifiés par Bouillet. La famille d'Amina décrit cet homme comme un homme violent, impulsif, nerveux, autoritaire, qui a progressivement isolé leur sœur et fille du reste de la famille en lui interdisant d'avoir la moindre vie en dehors de lui. Il effraie beaucoup, il donne des ordres et on lui obéit. Il demande de l'argent, beaucoup. Il veut de l'argent des autres. Il exige de l'argent et il l'a. Tenue à l'écart de ses proches, la jeune femme se retrouve de plus en plus seule, sans aucune possibilité d'appeler à l'aide. À la fin, elle n'a plus de téléphone portable, elle n'a plus sa carte bancaire parce que lui seul l'utilise, elle n'a plus aucun lien même avec les voisins. C'est une femme qui demande l'autorisation pour aller sortir les poubelles. Pour lui, l'homme domine la femme et si elle ne fait pas exactement ce qu'il souhaite, il frappe, il tape ou il torture. Un enfermement physique et moral dont il est extrêmement difficile de s'extirper. Une femme victime de violence va pouvoir s'en sortir du moment où elle prend conscience de ce qu'elle a vécu et qu'elle est victime de violence, et elle peut ensuite être accompagnée par des associations qui vont travailler avec elle le traumatisme qu'elle a vécu et aussi lui faire prendre conscience que ses enfants aussi sont co-victimes et qu'il faut aussi qu'ils puissent se consulter. Entendu par des experts psychiatres, Bouillet se réfugie derrière un mystérieux groupe religieux qui serait à l'origine de ce déferlement de violence. En réalité, on s'aperçoit que ce groupe religieux, peut-être sectaire ou pas, avait un chef dont il était, entre guillemets, le préféré. Et en réalité, au fur et à mesure de son comportement de violence à l'égard de tout le monde, il n'est plus le préféré et il va en être éjecté. On sent bien quand même que cette violence qu'il a en lui, Bouillet, c'est sa personnalité et elle préexiste depuis très très longtemps. Pour les enquêteurs, le comportement extrême de Bouillet est bien antérieur à 2005 et à son intégration dans ce groupe religieux. Groupe qu'il avait d'ailleurs quitté 3 ans avant les faits. Souvent, les gens qui sont violents avec leurs épouses se défoulent avec leurs épouses de toutes les violences qu'ils ont pu subir, sont dominants avec leurs épouses parce qu'ils ont peur d'être dominés par ailleurs et se relâchent en famille de toutes leurs souffrances ou sociales ou d'enfance. Et donc l'épouse est en fait un exutoire à toutes ces problématiques qui ont été accumulées au travers de la vie. Au terme de l'instruction, Bouillet est renvoyé devant la cour d'assises du Val d'Oise pour meurtre aggravé sur son épouse. Alors, quelle attitude aura-t-il pendant son procès? Exprimera-t-il enfin des regrets? Et quel sera le verdict? Le 12 janvier 2016, 2 ans et demi après le décès d'Amina, le procès de son mari s'ouvre au tribunal de grande instance de Pontoise, dans un climat inhabituel. L'ambiance est très tendue à l'ouverture du procès parce que tout le monde sait que l'accusé est quelqu'un d'impulsif, d'irritable, de potentiellement violent, et tout le monde se demande s'il va être en mesure de comparaître dans le calme et la sérénité requise pour une audience d'assises. Des craintes qui vont rapidement s'avérer justifiées. Durant le procès, il a une attitude extrêmement agressive et il défie la famille d'Amina comme si lui seul était détenteur de la mémoire de cette jeune femme. Et il veut leur enlever jusque ça, pour être dans la toute-puissance. Pour l'avocat général et les parties civiles, la mort de la jeune femme est l'aboutissement d'un processus de destruction, mis en place par Bouillet. Atteinte du VIH et enceinte de 3 mois, Amina était déjà très affaiblie
ce que son conjoint ne pouvait ignorer. On s'aperçoit dans le dossier qu'on assiste à une surenchère, à une escalade complètement dans la violence qui est employée à l'encontre de cette femme, notamment par les objets auxquels il recourt pour augmenter encore et encore la violence qu'il lui inflige. C'est une des rares fois où je me suis dit, tiens, ça peut aller aussi loin dans l'horreur. Juste à côté de chez nous, justement, dans une ville ordinaire. Malgré les preuves, Pour moi, il a voulu laisser entendre que tout ça ne lui ressemblait pas parce que drogue, parce que alcool, parce que groupe religieux. Et en réalité, il a un parcours de vie indépendamment de ça qui exprime la violence et la dangerosité. le 15 janvier 2016, après 4 jours d'audience, Bouillet est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Une peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans. À l'issue du procès, c'est également posé la question, parce que c'est la loi qui le prévoit, de l'autorité parentale, à savoir est-ce que Bouillet allait conserver l'autorité parentale sur ses 2 filles. Et la Cour a retiré cette autorité parentale de manière définitive, ce qui s'explique et est complètement logique que dans cette affaire est extrêmement grave. Aujourd'hui, plus de 6 ans après le décès d'Amina, la liste des victimes de violences conjugales n'a cessé de s'allonger. C'était en 2013. Depuis, les féminicides s'accélèrent puisqu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est un véritable fait de société et il faut vraiment que tout le monde prenne à bras le corps ce problème-là pour éradiquer cette violence. L'histoire d'Amina a profondément marqué tous les protagonistes de l'affaire. Certains ont eu une véritable prise de conscience à la suite de cette disparition tragique. Ce que je sais depuis, c'est que le rôle des témoins, il est essentiel. Qu'il faut aller frapper à la porte de la voisine quand on a entendu crier pour juste demander comment ça va. C'est une question de citoyenneté et plus on parle de ça, plus on éveille un peu les consciences sur la question, plus des témoins interviendront pour éviter peut-être des drames.